Nous sommes de retour pour les assises de l'attractivité, pour la table ronde talent, un enjeu majeur de l'attractivité. Malgré la crise économique et sanitaire actuelle, l'Île-de-France se positionne comme the place to be dans un contexte de Brexit imminent. Choose Paris Région, le Conseil régional de l'Île-de-France et le département de l'Essonne ont par exemple lancé il n'y a pas si longtemps une campagne intitulée Saclay Calling. Vous aurez évidemment compris la référence musicale, pour faire venir les chercheurs implantés au Royaume-Uni. Alors, c'est un exemple parmi d'autres. Rémi Berg, vous êtes vice-président exécutif chargé de la stratégie et de l'innovation chez Choose Paris Région. Alors, bonjour tout d'abord. Bonjour. Bonjour Emeline Gauthier, vous êtes directrice placement permanent au sein de la direction Solutions, Emploi et Formation chez Adecco. Et nous sommes avec Sandra Ligné, directrice d'Orly International. Bonjour. Bonjour. Rémi Berg, justement, alors vous qui êtes un expert et qui, si j'ose dire, faites de l'attractivité tous les jours, comment on attire justement des talents internationaux? Comment on trouve aussi des talents français pour ces entreprises internationales qui viennent s'implanter dans le Grand Paris? Mais surtout, contexte économique oblige, comment on va reconvertir les victimes de la Covid? Alors effectivement, comment on attire des talents internationaux? C'est une question qu'on se pose et on n'est pas les seuls en Europe. Et je voudrais vous livrer quelques éléments d'une étude qu'a réalisée Invest Stockholm, donc en fait notre agence consoeur qui est en charge de l'attractivité de la Suède et de Stockholm. Cette étude, ils l'ont fait juste après le premier confinement en juin 2020. Il est ressorti 4 éléments clés. L'accès au talent est le facteur clé d'implantation pour l'implantation d'un siège social d'une grande entreprise internationale. 2 tiers des talents choisissent en réalité d'abord la région, la ville, avant de choisir l'entreprise. Ce n'était pas la situation il y a 15 ans. Il y a 15 ans, 80% des personnes choisissaient d'abord l'entreprise avant de choisir la métropole. Aujourd'hui, on choisit d'abord l'Île-de-France ou Paris avant de choisir son entreprise. Troisième élément, il y a un décalage très très fort qui ressort de cette étude entre l'enseignement supérieur et donc les compétences qui sont développées dans la formation et les besoins réels des entreprises. À titre d'exemple, aujourd'hui, on forme probablement 10 fois trop de psychologues et il nous manque beaucoup d'électriciens, très concrètement. Comment on inverse la tendance? On travaille avec les universités, on travaille avec les... Alors effectivement, je pense qu'il y a un gros travail à faire dès le collège, dès le lycée, puis l'université, sur les métiers du numérique. Ouvrir ces opportunités aussi aux jeunes filles sur des sujets informatiques, digitaux qui sont très très importants. Donc il y a déjà un certain nombre d'initiatives qui sont prêtes. Et je rappelle que la région a distribué dans tous les lycées d'Île-de-France des ordinateurs et des tablettes justement pour participer à cet équilibre aussi homme-femme sur ces sujets-là. Peut-être dernier point de cette étude, le Covid-19 ne fait pas fuir les talents. En réalité, c'est l'inverse. Le choix des grandes régions pour s'installer quand on part à l'étranger, ça répond à des critères économiques, culturels et de qualité de vie. Et donc on a quand même des atouts très très forts en Île-de-France pour continuer d'attirer des talents internationaux. Alors justement, Emeline Gauthier, chez Adecco, vous mettez l'accent sur la formation. On vient d'évoquer les cas des psychologues par rapport aux électriciens, ou même voilà, des futurs ingénieurs informatiques féminines, parce que c'est un métier d'homme aujourd'hui, avec notamment le CDI apprenant. Pour les profanes que nous sommes, est-ce que vous pourriez nous rappeler de quoi il s'agit? Oui, bien sûr. Peut-être en introduction, pour nous, pour trouver le bon candidat, avant tout, il faut bien comprendre l'environnement de notre partenaire, de notre client, en faire une analyse précise, mais c'est aussi bien entendre les besoins, les aptitudes et les motivations des candidats. Pour répondre à votre question autour du CDI apprenant, c'est un nouvel outil d'accès à l'emploi et de reconversion que le groupe Adecco a lancé début octobre. Le principe est que nous allons investir prioritairement autour de 17 métiers sur lesquels il y a de la forte pénurie. On retrouve des métiers autour du secteur bancaire, de la construction, mais aussi de l'industrie, notamment le métier d'électricien qui a été cité, sur lesquels nous avons aujourd'hui beaucoup de mal à capter des candidats. Et notre ambition est de recruter au cours de l'année 2021 15 000 candidats pour les former et leur permettre l'accès à ces métiers. Donc sur le principe, comment cela fonctionne? Nous prenons en charge la formation et nous embauchons les candidats sur ce que l'on appelle le CDI intérimaire. Donc c'est un format de contrat qui existe dans notre profession du travail temporaire depuis 2015. Donc un CDI de droit commun auquel nous allons adjoindre un parcours de formation sur mesure pour le candidat, pour l'emmener au métier.
Comment ça marche concrètement? Parce que ça peut paraître antinomique, CDI et intérim. Alors, ça pouvait paraître antinomique peut-être il y a une quinzaine d'années. Depuis 2015, nous avons donc ce nouveau format de contrat qui a été négocié par notre branche avec le gouvernement et qui a vraiment pour objectif la sécurisation du parcours du salarié intérimaire. Donc, du moment où le candidat signe son CDI intérimaire, il est en CDI avec son agence ADECO de proximité. Donc, il bénéficie à ce titre de tous les avantages qui peuvent y être liés, notamment la sécurité de l'emploi. Et il a une garantie de rémunération, qu'il soit ou non en mission, pour un client. Très bien. Sandra Ligné, on va parler d'une mauvaise nouvelle avant d'en parler d'espoir. Rien qu'entre le premier semestre 2019 et le premier semestre 2020, Orly, le bassin d'emploi d'Orly a perdu 2000 emplois sur 30 000. Mais il va falloir rester un territoire attractif et inclusif malgré les difficultés du secteur aérien. Et comment vous y travaillez justement? Alors, à Orly International, la vocation, c'est de construire un territoire attractif et inclusif en alliant le business et la solidarité. Et on est actif dans l'accompagnement des entreprises. Alors, bien sûr, notamment sur la dimension recherche de talent. On ne le fait pas tout seul. Je dois préciser qu'on a été fondé par la région Île-de-France et départements de l'Essonne et du Val-de-Marne, le groupe ADP, donc une alliance publique-privée, et les territoires de Paris-Saclay et de Grand Orly-Seine-Bièvre. Donc c'est vous dire, on a un terrain de jeu qui va permettre une résilience quand même assez spontanée, notamment du côté de Saclay. Mais ce qui nous importe, c'est qu'on considère qu'en matière de recrutement, ce qu'il faut produire par rapport aux entreprises, c'est de l'efficacité, de l'éthique et du circuit court de l'emploi local. Et donc, bien sûr, pour s'implanter, une entreprise a besoin d'immobilier, de grandes infrastructures, de qualité de vie. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, finalement, on ne peut plus vendre les territoires qu'avec du travail, puisque de toute façon, c'est 14% de notre vie, on ne le dira jamais assez. Nous, à Orly Paris, on essaye d'apporter une valeur additionnelle à cette attractivité, c'est de fédérer un écosystème d'acteurs qui soit capable de répondre ensemble à des besoins de recrutement. Et il faut être très nombreux pour cela. Et donc, on a relevé les manches, on a construit un outil digital, éthique, et qui promeut les candidats locaux. Et pour ça, donc, on a une solution qui permet de mettre en visibilité l'offre d'emploi de l'ensemble de ces partenaires, qui sont très nombreux. Je vous disais, ça fait intervenir des organismes de formation, des universités, des grandes entreprises qui ont formé des alternants, mais qui ne les recruteront pas tous, les services publics de l'emploi, bien évidemment, Pôle emploi, mission locale. Et donc, cet écosystème met en commun sa pépite qui est l'offre d'emploi, et tout le monde vient pouvoir prescrire des candidats, et ensuite on organise des rendez-vous sans qu'il n'y ait eu de sélection sur le CV. Donc on va créer des belles histoires aussi vis-à-vis de l'entreprise qui n'aura qu'un interlocuteur. Et alors justement, ça c'est accepté par les entreprises, parce qu'on a quand même la culture du CV, la culture des diplômes dans notre pays. Alors quand on vend un tout compris en clé en main, on fait accepter ce système. Et aujourd'hui, les entreprises sont également à la recherche de valeurs éthiques. Et donc, elles peuvent aussi se satisfaire de cette façon d'aborder les choses et de donner la chance à tout le monde, justement parce qu'on ne va pas être que dans les compétences hard, entre guillemets, mais on va aussi pouvoir privilégier un profil, des qualités que seuls les prescripteurs de terrain vont avoir décelées. Justement, j'allais vous faire réagir parce qu'on a l'impression que les hard skills, les compétences dures, les diplômes, les formations, sont toujours importantes, mais on cherche de plus en plus des soft skills, des compétences humaines, le savoir-être, la gestion des émotions. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous ressentez? Absolument, et je trouve qu'effectivement, les solutions, ou en tout cas propositions présentées à la fois par Orly International, mais aussi par le groupe ADECO sont vraiment très très pertinentes. On est dans un monde aujourd'hui où en 2030, en fait, 85% des jobs qu'on va avoir demain n'existent pas encore aujourd'hui. Et donc, comment on fait? On a tous des compétences, heureusement, mais comment on fait pour les valoriser et pour être davantage sur ces compétences douces ou ces compétences
humaine, sociale. Comment, finalement, je vais prendre l'exemple très simple d'un chauffeur VTC. Il y a 10 ans, un chauffeur VTC, sa seule aptitude, c'était de conduire un véhicule. Aujourd'hui, un chauffeur VTC, c'est un petit chef d'entreprise. Il gère du marketing, il gère du digital, il gère sa comptabilité. Et en fait, c'est une personne qui a développé beaucoup de compétences dans beaucoup d'autres domaines que simplement conduire un véhicule, qui lui offre déjà, je dirais, des opportunités un peu différentes. Donc, la logique d'écosystème, je trouve, elle est vraiment centrale dans le développement de solutions pour l'emploi et dans les mois qui vont venir. On sait très bien que l'année 2021 va être compliquée sur le plan social. Et 2021. Donc, 2021. Et donc, en travaillant collectivement et en cherchant des solutions collectives, je trouve que c'est très, très intéressant. Et puis, évidemment, la solution du CDI intérimaire, c'est-à-dire la capacité de porter la formation aussi pour la reconversion, me semble une excellente opportunité pour l'Île-de-France. Alors justement, les reconversions, vous avez fait un peu des estimations pour savoir combien d'emplois seraient en reconversion dans la région? Non, vous avez raison, c'est la première chose à faire, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on puisse identifier collectivement on va dire, entre guillemets, les naufragés. Les secteurs en tension, exactement, en souffrance. Exactement, donc les secteurs en tension, ils sont déjà connus, identifiés aujourd'hui, notamment dans le BTP, sur les métiers de développeurs, d'ingénieurs, etc. Il va falloir qu'on soit très agile pour identifier les poches d'emploi qui vont être disponibles, pour être capable d'identifier les besoins des entreprises et de faire cette mise en relation vraiment intelligente avec de la formation, peut-être avec des process collectifs de financement de la formation, puisqu'il existe ce type de solution. Peut-être qu'on va aussi avoir des grands groupes qui vont avoir des poches de salariés qui ne seront pas forcément nécessaires sur l'année 2021, je pense au tourisme, je pense à l'aéronautique, et que d'autres, d'un autre côté, des PME sont en flux tendu, sont en recherche. On pourrait imaginer des solutions de prêt de salariés sur des périodes assez courtes, peut-être 12, 18 mois, pour un transfert d'expertise et de compétences qui sera finalement gagnant-gagnant pour l'ensemble de l'économie française. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à imaginer. Justement, alors je voulais vous faire agir, Emeline Gauthier. Oui. Adecco, ça rime avec mercato, parce que je vais filer la métaphore footballistique des transferts. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne piste, ce prêt de salariés entre grands groupes et PME qui en ont besoin? Je vais revenir sur le prêt de main-d'œuvre, mais peut-être pour appuyer les propos de Mme Ligné et M. Berg. Aujourd'hui, les fameux soft skills sont vraiment au cœur des recrutements. Nous publions des baromètres régulièrement sur le sujet. On sait qu'aujourd'hui, 79% des annonces comportent des demandes par les entreprises sur ces fameuses compétences comportementales. Donc pour nous, c'est vraiment la clé. On se décorrèle du fameux diplôme, également du CV. Et nous avons une méthode de recrutement qui est basée sur ce qu'on appelle les dimensions de la compétence. Nous allons questionner nos candidats autour de leur savoir, leur savoir-être, leurs compétences, leurs aptitudes et leurs motivations. Et finalement, peu importe la filière sur laquelle ils ont essaimé précédemment. À titre d'exemple, j'étais avec la directrice d'agence d'Orly justement hier en ligne. Elle a des agents de piste, bien évidemment, qui se sont retrouvés sur le carreau ces derniers mois. Eh bien, il y en a certains qu'elle a repositionnés et qui viennent de rentrer sur des parcours de formation sur de la conduite de poids lourd, sur de la conduite de transport en commun. Et elle a analysé finalement les soft skills de ces candidats pour leur proposer ce nouveau parcours. Comment on analyse le soft skills? Parce que ça, oui. On peut truquer son savoir-être, Alors, on ne peut pas truquer son savoir-être. Je vous inviterai à lire, on a publié un très beau livre blanc cette année sur le sujet. Nous travaillons avec des scientifiques sur cette partie-là et nous avons la chance d'avoir au sein du groupe en France une équipe de psychologues du travail qui travaille sur la R&D sur ces sujets de psychométrie. J'embarque les sujets d'évaluation, donc je vous en parle vraiment en connaissance de cause. Les soft skills, pour les travailler, eh bien, il faut établir ce qu'on appelle un référentiel pour avoir un langage commun. Donc nous, au sein du groupe, nous avons défini ce langage commun avec nos psychologues du travail. Nous travaillons sur une quinzaine de ces fameuses compétences comportementales. On va aller de l'orientation qualité à la capacité de communication, par exemple, d'un candidat. Et on va derrière étalonner, avec des méthodes scientifiques, le niveau de réponse des candidats. C'est une méthode que connaissent beaucoup le public des cols blancs, dans l'ingénierie, dans la finance, on pratique depuis très longtemps. Et nous avons fait le choix, dans le groupe Adecco, de promouvoir ce type d'outil également pour les cols bleus. Nous avons lancé début 2020 un outil d'évaluation des soft skills spécifiquement pour ces publics qui ont moins l'habitude qu'on les sollicite sur ces sujets.
et qui ont parfois plus de mal à valoriser ce type de compétences versus leurs compétences plutôt techniques métiers. Alors, justement, est-ce que avant la reconversion, Sandra Lié, des métiers en tension évoqués d'ailleurs par Madame Gauthier, est-ce que justement, c'est vous aussi, vous mettez en place ce genre d'indicateur pour les gens qui travaillent chez vous ou même qui aimeraient travailler chez vous? Alors, en tout cas, pour rebondir sur les propos de Madame, sur les transferts possibles de compétences, aujourd'hui, comme vous l'indiquez, Orly est particulièrement sinistré par la crise sanitaire. Hein. En 2019, pour vous donner une idée, Orly, c'est 80 000 passagers par jour, hein, et l'année prochaine, ce sera sans doute la moitié, même si voilà, on est prudent quand on avance des prévisions. Mais forcément, entre passagers et emploi, il y a un lien très ténu. Donc, on s'attend à un tsunami, un véritable tsunami de l'emploi. Mais finalement, on serre les coudes sur le territoire et puis on se dit que finalement, ça va représenter un potentiel de talent. Et puis, pour coller au thème de la journée sur l'attractivité, et que finalement, ça va pouvoir être un facteur d'attractivité, y compris voilà, pour des entreprises qui viennent s'implanter. Parce que finalement, les publics qui travaillent sur les aéroports sont des gens hyper qualifiés, qui sont très motivés par le secteur. Ils pratiquent une langue dans leur quotidien. On ne le dira jamais assez aussi, ils ont des casiers judiciaires vierges. C'est la sécurité, ça paraît normal. Pour la sécurité, voilà. Mais c'est pas si facile à trouver. Hein. L'expérience terrain nous montre que c'est compliqué. Est-ce que c'est alors indispensable, par exemple, de parler en anglais quand même, j'imagine, à Orly quand on veut travailler? C'est encore plus indispensable parce que des fois… Et comment on peut déceler ça? Parce qu'il y a les TOEIC, les TOEFL qui ne sont pas forcément accessibles au col bleu, pour reprendre votre expression. Comment on peut aussi mesurer Alors, il y a des recruteurs, effectivement, qui nous disent nous, on n'a pas besoin de gens qualifiés, sauf qu'on veut la maîtrise de l'anglais. Sauf qu'en fait, l'anglais est une qualification élevée. Et du coup, on a particulièrement œuvré sur les territoires pour promouvoir l'outil de la région Kiose, qui permet d'évaluer gratuitement son niveau d'anglais parce que finalement, on est en face de candidats qui soit se surévaluent, soit se sous-évaluent, et puis des prescripteurs emploi qui ne savent pas bien justement positionner des candidats qui sont en face au bon niveau de qualification requise. Et donc, c'est toute une sensibilisation, une promotion encore plus importante qu'ailleurs. Et là encore, ça peut être un atout différenciateur vis-à-vis de l'implantation d'entreprises étrangères et particulièrement américaines ou autres. Oui, alors on dit que les Français ne savent pas parler les langues étrangères ou comme des vaches espagnoles. Est-ce que vous avez le sentiment du contraire, que les entreprises internationales qui cherchent des talents français ou même des talents francophones, qui ne sont pas forcément français, arrivent à trouver dans notre région les talents qu'il faut? Alors en fait, une entreprise étrangère, elle cherche principalement à se développer en France et donc elle cherche aussi des Français principalement. Oui, mais qui parlent un peu sa langue. Qui sont capables de parler différentes langues. En fait, en général, ce qu'on appelle le country manager, c'est-à-dire le responsable de la filiale, doit être évidemment en capacité d'échanger de manière stratégique avec sa maison mère à l'étranger. Ce qui compte ensuite, c'est que les équipes recrutées en France, elles aient les compétences en termes commerciaux, d'ingénierie, etc. C'est un enjeu. On a effectivement des formations aujourd'hui qui permettent d'aider les familles aussi étrangères à apprendre le français. Ça fait aussi partie de nos compétences. À titre d'exemple, nous avons accompagné l'implantation en France de l'agence bancaire européenne suite au Brexit. Et nous avons accompagné chez Choose Paris Région une centaine de familles dans leur relocalisation en France, c'est-à-dire apprendre le français, trouver un logement, permettre aux enfants de trouver une place à l'école en France, etc. Donc cela fait partie aussi des services de Choose Paris Région dans l'accueil d'entreprises étrangères. Oui, en clair, vous la débarrassez de toute notre paperasserie française. Alors, notre spécificité connue dans le monde. Alors effectivement, on est effectivement presque une agence de conciergerie dans ce cadre, c'est-à-dire qu'on est là pour faciliter la lisibilité des contraintes administratives. Il faut savoir qu'elles sont aussi très présentes. J'ai vécu aux États-Unis assez longtemps et je sais aussi que ce n'est pas beaucoup plus simple de s'installer aux États-Unis et que l'administration aux États-Unis ou en Chine ne sont pas plus simples que chez nous. Donc, pas de French bashing donc. Okay. Absolument, absolument. Je pense qu'on n'est vraiment pas du tout plus mauvais que les autres, au contraire.
Émile Gauthier, chez Adecco, je vois que vous avez le mot placement permanent dans votre titre. Oui. Et justement, comment vous jonglez pour placer ces talents français, ces talents aussi internationaux qui peuvent venir juste voilà, choisir, comme l'a rappelé Rémi tout à l'heure, choisir l'Île-de-France parce qu'ils veulent venir vivre en Île-de-France et pas seulement y travailler. Comment vous jouez sur les deux tableaux, justement? Alors en fait, ça rejoint peut-être le commentaire qui a été fait en introduction. On a des publics qui font le choix de la région pour s'implanter. Et donc dans ce cas-là, on peut être un accompagnant du parcours de vie, un peu, alors pas sur les mêmes éléments, mais on peut aussi accompagner par exemple le parcours du conjoint. C'est des choses qu'on fait très régulièrement. On a des dispositifs aussi qui permettent, via notre branche, d'accompagner les familles avec des aides à l'installation, au logement. Donc ça, c'est des choses que l'on promeut. Nous avons notamment une cellule d'aide sociale qui peut être là à disposition de nos candidats, qu'ils viennent pour de l'intérim ou un recrutement en CDD, CDI, qui peuvent venir les conseiller. Donc on a toute cette notion de conseil et d'accompagnement. L'attractivité ensuite des talents, elle se travaille de différentes façons. On va bien évidemment travailler sur des vecteurs de médias, soit très classiques, mais nous promouvons aussi beaucoup les nouvelles solutions via toute la partie social media. Les réseaux sociaux, oui. Les réseaux sociaux, exactement. Et puis on va aussi, quand une entreprise s'implante en France, typiquement en Île-de-France, proposer pas une unique solution, mais un assemblage. C'est le nom de la direction au sein de laquelle j'interviens sur les solutions emploi. Une entreprise qui nous donne une problématique d'emploi en local, peut-être que notre solution sera un agrégat de recrutement en CDI, mais également de création de compétences. Typiquement, nous travaillons autour d'une structure qu'on appelle les pôles de compétences partagées. Nous implantons des structures dans des régions où nous avons une demande de qualification en nombre. Typiquement, quand on a un grand du e-commerce qui s'installe sur une région, qui a un besoin d'agents de logistique, on est capable de créer une structure où nous allons spécifiquement travailler sur une ou deux typologies de métiers et former les gens que l'on embauche sur notre fameux contrat CDI intérimaire pour les emmener vers l'emploi. Donc c'est plutôt une solution qui agrège plusieurs formats d'emploi. On sait qu'on y vient, hein, on est moins autour du 5 CDI, donc oui à l'alternance, à la création de compétences et également à des moyens plus traditionnels. Alors, Sandra Ligné, cette approche, c'est la bonne aussi pour penser à la reconversion des futurs naufragés ou des actuels naufragés du Grand Orly? En fait, effectivement, on va d'abord repérer qui sont ces naufragés. Donc, ça nécessite de créer un système d'information partagé à l'échelle du territoire pour toucher les cibles. Ce qui n'est pas toujours évident avec la RGPD, etc. Donc déjà, la réglementation sur la protection des données qui parfois vous empêche d'envoyer des mails à grande échelle, c'est ça, voilà, par exemple? Et de pouvoir vraiment s'adresser aux salariés pour leur dire, voyez, à Orly, déjà, on va avoir des permanences pour faire un point sur son évolution professionnelle. Et ça passe pas forcément par l'entreprise parce qu'il peut y avoir des méfiances dans ces périodes de troubles extrêmes. Et puis, on va faire le bilan, voire rechercher les entreprises qui sont preneuses et puis passer par des phases de mise à niveau ou de complément de compétences ou de changement de métier. Et ça tombe bien parce qu'on va trouver un cadre juridique et économique qui va le permettre. Avec le plan de relance et donc avec mes homologues de Roissy, comme ça on a souvent des entreprises bi-plateformes avec des salariés bi-plateformes, donc Paris CDG Alliance et puis les territoires de Grand Orly Seine-Bièvre et Paris-Saclay. On va rentrer dans ce dispositif qui s'appelle transition collective pour mettre tous les acteurs de la transition, de l'évolution professionnelle autour de la table et faire du cousu humain parce que malheureusement les solutions elles sont rarement des solutions de masse et donc il faut trouver les entreprises. Du cousu humain, j'imagine que vous n'avez pas des ressources infinies à l'échelle des ressources humaines aussi pour accompagner. D'où l'importance de ce maillage à la fois du public, du privé, l'organisation du système pour pouvoir être performant parce qu'effectivement, il y a souvent beaucoup d'aides et assez peu d'acteurs pour mettre en œuvre, animer et produire de l'ingénierie. Rémi Berg, justement, le cousu humain, c'est ce que vous essayez de faire aussi à votre échelle, qui est plus large que
que celle de Madame Ligné. Exactement. Aujourd'hui, Très rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de si temps. je reprends l'année 2019, on a accompagné 415 implantations internationales. C'est 10 000 emplois créés dans la région Île-de-France par l'agence Choose Paris Région. Donc c'est un impact fort en termes de création d'emplois. Nous, ce qu'on souhaite, c'est aller beaucoup plus loin encore et contribuer dans cette création d'emplois, effectivement, à la reconversion, sans doute, d'équipes ou de salariés et de talents franciliens avec des opportunités internationales sur lesquelles on travaille énormément pour 2021. Merci. Louis Gauthier, comment vous appréhendez l'année 2021 ? Alors, de façon prudente, le principe vraiment, c'est que nous n'avons pas de boule de cristal. Nous savons que sur notre activité du travail temporaire, l'année 2020 va se clôturer avec une baisse entre 20 et 25% d'activité. Et ce que l'on note, et là c'est vraiment les retours de nos clients au quotidien, c'est que lors du premier confinement, nous avions une visibilité très très court-termiste à la semaine. Pendant le second confinement, une visibilité plutôt au mois. Et aujourd'hui, on a des clients qui se projettent au trimestre, voire au semestre. En fait, ce que l'on voit, c'est que cette crise ne crée pas de révolution sur notre marché, dans le sens où les mutations qui étaient initiées étaient déjà lancées en amont. La transformation des compétences, tous nos enjeux d'upskilling ou reskilling, toute la partie reconversion. Mais on est dans un climat qui n'a jamais été aussi incertain. Donc, on a appris à travailler différemment, en se protégeant, et on a eu les dernières informations via la Banque de France qui nous indique une croissance potentielle en 2021-2022 autour de 5%. Donc, on attend de voir si la situation va se normaliser, notamment avec tout l'enjeu des vaccins, pour voir ce que cela va donner. Et puis, on sait aussi qu'on a des impacts différents selon les secteurs d'activité. Et dans notre métier, le paradoxe, en fait, il reste autour de candidats qui se retrouvent malheureusement sur le bord de la route au niveau emploi. Certaines études les plus pessimistes parlent d'1 million de chômeurs supplémentaires pour l'année prochaine. Et le paradoxe, c'est que nous avons des clients qui toujours peinent à retrouver les compétences avec quasiment 300 000 offres d'emploi non pourvues. Donc, notre enjeu pour nous, c'est vraiment de trouver les meilleures connexions. Et parfois, oui, c'est sur mesure, c'est de la dentelle pour les candidats et nos entreprises clientes l'année prochaine. Merci Emeline Gauthier, merci Rémi Berg, merci Sandra Ligné. Merci. On retrouve tout de suite Geoffroy Boulard, vice-président de la métropole du Grand Paris, pour vivre et travailler demain dans le Grand Paris.